Et générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, 6 saisons entre 2005 et 2009. 2 films pour l'instant. Le premier volet, en l'occurrence, est sorti en 2021. Il a généré plus de 2,5 millions d'entrées. Le second volet, la première partie, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver certainement, est sorti le 22 octobre dernier. Il en est jusqu'à, je pense, à 600 000 ou 700 000 entrées. Vous avez compris, on parle de Camelot, le gros bébé d'Alexandre Astier. Et pour en parler, une personne qui était déjà venue sur cette chaîne par 2 fois, en 2021, pour nous parler d'un remarquable film, parce qu'un livre aussi existe, qui est un livre sur Sacré Graal, le film des Monty Python ou Monty Python. En 2023, c'était sur le médiévalisme dans les séries télé. C'est Justine Breton qui revient donc avec vraiment, je lui ai demandé, elle pouvait refuser, mais en tout cas, elle a accepté. Donc, merci beaucoup, Justine, d'être là. Et je rappelle qu'elle est maîtresse de conférences en médiévalisme à l'université de Lorraine et que déjà, elle avait questionné Camelot dans un ouvrage collectif avec Florian Besson. Le titre s'appelait Camelot, un livre d'histoire, c'est édité chez Vendémiaire. Dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, vous avez toutes les informations. Je crois que j'ai tout dit, excepté. Comment allez-vous, Justine? Ça va très bien, merci de m'accueillir de nouveau pour encore parler de Moyen-Âge dans l'audiovisuel. Bon, il y a beaucoup à dire, hein, mais j'avoue que pour parler de Camelot, faut pas trop me forcer, hein. J'aime tellement ça, donc ça va. Non, c'est moi qui, vraiment, je termine là-dessus, mais c'est quand même moi qui vous remercie parce que vous n'étiez pas obligé de venir. Et en tout cas, il était prévu que vous veniez il y a quelques années pour en parler du premier volet. Mais en tout cas, vous êtes là et ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va commencer d'emblée, très vite, tout de suite, là, par une première question, pas très provocatrice, mais quand même, on va voir. C'est bon, on a très bien compris que vous travaillez beaucoup ou vous avez travaillé sur la réécriture du mythe arthurien. Je pense que le mot mythe, en tout cas, va être souvent évoqué durant cette émission. Quand vous avez vu, je ne parle pas de la série, hein, mais quand vous avez vu le premier film, ainsi que la partie 1 du second, qu'est-ce que vous vous êtes dit immédiatement? Alors, déjà, beaucoup de soulagement, l'air de rien, puisque notamment au moment du premier film, on l'attendait depuis un bon moment, puisque la série avait été arrêtée, les derniers épisodes datent de 2009. L'air de rien, ça commence à dater un petit peu, même si on a des rediffusions régulières, il y a eu les bandes dessinées, etc. Donc, on n'était pas totalement en manque de Camelot pour autant, mais on nous avait promis à la fin de la série, hein, avec cet affichage sur la dernière séquence, hein, bientôt Arthur sera de nouveau un héros. Et le bientôt a été un petit peu long à arriver. Donc voilà, il y avait un espèce de soulagement. Enfin, on va pouvoir avoir la suite. Et puis après, donc, il fallait attendre le deuxième volet, dont on n'a encore qu'une moitié. Donc il y a cette espèce de frustration qui continue à être générée, puisqu'on veut, encore une fois, avoir la suite de cette histoire. Mais voilà, il y a un effet de soulagement d'abord, de retrouver enfin tous ces personnages qu'on a tellement aimés et de les voir dans un autre cadre, sachant que on sait aussi, hein, à quel point c'est un projet qui tient à cœur au réalisateur Alexandre Astier. Donc voilà, il y a aussi une espèce de satisfaction pour lui de voir le résultat de tout son travail sur grand écran. Alors après, on va parler du film un peu plus en détail, mais voilà, c'est le premier sentiment comme ça. On a l'impression de retrouver un peu des amis qu'on n'aurait pas vus depuis longtemps et qui nous manquaient. Pourquoi, selon vous, il a eu besoin, alors qu'on le voyait déjà dans les derniers livres, en tout cas là, je parle de la série télé, comment vous pouvez expliquer le besoin, mais fort, viscéral, d'en faire un objet de cinéma? Mais Ou bah alors déjà, peut-être que c'était déjà en lui, enfin, peut-être que pour lui, c'est du cinéma ce qu'il faisait dans la série déjà, peut-être. c'est probable qu'il y ait cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a
il y a une ambition très forte d'étendre le sujet et de lui donner toute la qualité possible. Dès le début, dès les formats courts, des épisodes de 3 minutes 30, etc. Mais Kaamelott était tourné avec des caméras haute définition, il y avait un grand soin qui était apporté à la photographie avec les moyens de l'époque et avec cette contrainte de temps. Donc il y avait la volonté de faire une belle qualité d'image, de son et de narration aussi dans tout ça. Donc c'est cohérent. Et je ne dis pas qu'autrement à la télé, c'est pas de la qualité, bien sûr. Travaillant moi-même sur les séries, je sais à quel point on a des choses magnifiques. Mais au début des années 2000, on n'a pas encore, on est vraiment dans ce tournant où on va commencer à pouvoir considérer que la télévision, c'est aussi un médium de qualité et qu'on peut faire des super choses pour un public qui est demandeur. Donc voilà, il s'inscrit vraiment dans cette veine-là. Et je pense qu'il avait l'ambition, dès le début, de raconter une fresque assez conséquente, d'autant que la légende arthurienne, par ses aspects tragiques, ça se prête très bien à ça. Traditionnellement, ça se prête beaucoup plus à la tragédie qu'à la comédie. Donc voilà, il y avait déjà cette orientation. La question était de savoir, est-ce que le public suit et donc va permettre de faire aboutir en fait cette ambition? Est-ce que le public va accepter ce passage? Est-ce que les producteurs, accessoirement aussi, ceux qui payent, accepteront de prendre ce risque? Voilà, ça a été un long processus, mais on a pu avoir l'aboutissement. Et on voit que la narration, elle continue de s'étendre, parce qu'on a eu un premier long métrage, et là, on a un deuxième long métrage séparé en deux, parce qu'on ne pouvait pas concrètement avoir un film de 5 ou 6 heures. Et dans les salles, d'un point de vue pratique, c'est très compliqué. Donc voilà, on sent que ça s'étend encore plus. Alors je ne sais pas à quoi ressemblera le troisième volet. Est-ce qu'il sera en 3 parties? Voilà. Est-ce qu'il sortira dans un long film de 15 heures? Pourquoi pas, après tout, mais bon, il faudra un peu s'organiser. Est-ce que c'est un problème pour vous, ça, cette manière de travailler comme ça sur le narratif, de le déconstruire, de le décliner? Est-ce que pour vous, c'est un problème? Non, au contraire, je trouve que c'est assez fascinant. Et moi, j'ai beaucoup étudié justement cette construction de la narration dans Kaamelott et comment on est passé de ce qu'on appelle d'épisodes virgule, vraiment très courts, faits pour être regardés dans n'importe quel ordre, avec vraiment des accroches simples, parce que le but, c'était d'attirer le public et de le garder le plus vite possible, puisque la série était diffusée sur une case horaire aussi très demandée, donc il faut que ça marche tout de suite. Sinon, le public zappe, globalement. Donc, il y avait cette dimension-là. Et petit à petit, Astier est passé à une narration plus étendue, à quelque chose de moins comique, ou en tout cas moins directement comique, pour approfondir la psychologie des personnages, pour basculer vers le drame, vers la tragédie. Donc, voilà, il y a eu vraiment un basculement, alors qui n'a pas forcément plu à tous les fans, qui a demandé aussi une organisation de la part d'M6, puisqu'ils ne pouvaient plus diffuser les épisodes autour de 20h30. Ça demandait de changer la case horaire, etc. Mais je trouve ça assez fascinant parce que ça se fait très rarement, ce passage de l'un à l'autre. Ça demande de prendre des risques. Et rien que pour ça, rien que pour cette originalité et pour cette prise de risque dans la forme médiatique, dans le ton qui est adopté, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument fascinant dans ce qui a été fait. Et en plus, ça marche, c'est-à-dire que le public continue à suivre. Alors, il y a certains fans qui ont arrêté le visionnage quand c'est devenu plus dramatique, mais d'autres sont arrivés aussi. Là, avec les films, je pense que le but, c'est de toucher aussi un public encore plus large dans Kaamelott. Aussi parce qu'on a presque 15 ans entre tout ça. On prend de l'âge, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, 20 ans avec le début de la série. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça veut dire aussi que les gens qui ont grandi avec Kaamelott ou qui ont regardé Kaamelott quand ils étaient ados ou jeunes adultes sont des gens qui maintenant peuvent avoir une famille. Et donc, il y a aussi un côté de transmission générationnelle. C'est-à-dire qu'on a aimé Kaamelott quand on était ado et on va le voir maintenant au cinéma avec ses enfants. Donc voilà, il y a aussi cet élargissement-là du public qui est important à prendre en compte. Et c'est audacieux de tenter ça. Donc non, moi au contraire, si Astier veut faire des films de 15 heures, j'irai les voir avec plaisir.
Maintenant, on va mettre les pieds dans le plat. Allez, Allons-y. c'est parti. J'avais une question, mais je vais rebondir sur l'épisode virgule pour poser autrement ma question. Est-ce que, selon vous, les deux films, les deux longs métrages, pour l'instant, on peut les considérer comme des films point virgule? Point virgule. Et je vais donc reprendre la question que je voulais vous poser à la base. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de voir plutôt du Camelot filmé et non pas forcément le désir d'utiliser pleinement le langage du cinéma? Voilà, j'essaie de le dire de manière un peu diplomate, mais je crois que vous avez très très bien compris là où je veux en venir. Je comprends tout à fait, et moi j'ai eu cette sensation avec le deuxième film, c'est-à-dire la première partie du Ouais. deuxième volet, plus qu'avec le premier film. Je trouve que dans le premier volet, il avait vraiment cherché à étendre les moyens aussi techniques et narratifs, et d'adapter un petit peu tout ça. On le voit parce qu'on a un personnage qui est beaucoup plus itinérant, alors ce qu'on avait déjà dans le livre 5, mais là avec d'autres paysages, avec parfois beaucoup de profondeur de champ, etc. Donc il y avait une façon d'embrasser un petit peu cette forme médiatique. Ces beaux paysages et ces beaux visuels, je les retrouve dans la première partie du deuxième volet, mais j'ai trouvé que dans l'écriture, il était revenu effectivement à quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'on avait dans la série, dans les premières saisons de la série. C'est-à-dire que on est sur des séquences relativement brèves, quand même plus longues que ce qu'on avait sur les 3 minutes 30, mais on retrouve ce rythme des échanges, où on retrouve l'alternance aussi de lieux, en l'occurrence, et d'ailleurs des lieux très éloignés dans le nouveau film, puisque les personnages voyagent vraiment assez largement. Donc, j'ai trouvé que c'était un compromis. Et cette image de point virgule est vraiment pas mal, je trouve, parce que ça reprend ce qu'on aimait dans les premières saisons de Camelot, mais ça transpose malgré tout avec un peu plus de possibilités, un peu plus de moyens aussi, accessoirement, c'est important, dans le film. Donc ça veut dire un plus gros casting, ça veut dire aussi des décors plus ambitieux, des costumes excentriques, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les costumes. Surtout dans le 2. C'est ça. Il y a des choses qui évoluent de façon très intéressante, et j'ai envie de dire qu'on pense quoi qu'on veuille des costumes, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à en penser, mais ça fait du bien pour quelqu'un comme moi qui étudie justement la représentation du Moyen-Âge, de voir un Moyen-Âge coloré, parce que là on a certaines scènes un peu traditionnelles avec un espèce de filtre un peu gris, des teintes très proches des tons naturels, on va dire marron, gris, vert, naturel, etc. Mais on a aussi beaucoup de scènes avec beaucoup de couleurs, du soleil, des costumes colorés, etc. Et ça fait du bien, parce que le Moyen-Âge, c'est ça, c'est la couleur partout. Donc ça fait déjà beaucoup de bien à voir aussi dans une représentation médiévaliste. Et en plus, l'évolution excentrique des costumes rappelle aussi que pour les personnages aussi, il y a du temps qui est passé, et que donc la mode aussi évolue. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à représenter souvent quand on parle du Moyen-Âge. On a souvent l'idée de quelque chose de figé. Or, là, ça nous rappelle que la mode évolue aussi, et qu'on ne s'habille pas en 2025 comme on s'habillait en 2005, que les coiffures ne sont pas les mêmes, etc. Donc là, il y a l'idée que le royaume de Bretagne aussi a vécu ces changements. Alors, ils sont partis dans une phase très, très excentrique d'un point de vue capillaire et vestimentaire, mais au moins, il y a du changement et il y a des propositions originales à ce niveau-là. Ça donne des effets un peu surprenants par moment, mais au moins, ça montre que c'est un monde qui vit, en fait. C'est un monde qui évolue. Donc voilà, il y a des bonnes choses quand même. Écoutez, moi j'ai eu cette sensation. Autant je suis pas un fan de la série, c'est-à-dire je ne suis pas quelqu'un qui. Je connais la série, j'ai vu pas mal d'épisodes, je suis très très sensible à cette série, j'aime beaucoup. Donc j'étais patient de voir comment Astier allait utiliser le cinéma pour décliner tout ça. Et
et ce que j'ai retrouvé et dans le premier volet, mais aussi dans la première partie du second volet, c'est que j'ai toujours cette sensation, pour le coup, de ne pas y voir le geste cinématographique. C'est-à-dire, je ne comprends pas pour quelle raison il a besoin de cinéma pour raconter ses histoires. Moi, parfois, j'ai pas cette sensation. Je vais vous donner un exemple très précis. En fait, c'est comment il cut une séquence et qu'on peut retrouver et dans la première partie, mais aussi dans la seconde partie, qui là, pour le coup, est un geste plutôt lié, je crois, à une configuration de série, ce qui n'est pas mal, au contraire, c'est très important. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas laisser respirer la séquence. Et c'est très troublant. Et c'est là qui fait que moi, j'ai beaucoup de mal avec le premier, avec le second. Et je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison il a besoin de cinéma pour raconter. Alors, cinéma, c'est oui, vous voyez très bien ce que je veux dire au niveau du souffle, de la respiration, au niveau du langage, pour raconter ces histoires. Oui, ça donne l'impression que c'est du Kaamelott en série, mais plus long. Ce qui ne fait pas de ça un film. Oui, je comprends tout à fait l'idée. Ouais. Et je pense que c'est le point sur lequel le talent ou le travail d'Astier n'est pas aussi élevé que sur le reste de ses qualités, parce que c'est un compositeur génial, c'est un excellent acteur, il a une écriture qui est très musicale, mais qui je pense, pour cette raison, est très belle et très rythmée. Et c'est un monteur aussi, hein, mais effectivement, il a pris des habitudes de montage de la série. C'est-à-dire que quand il réalisait Kaamelott, la série, il travaillait aussi sur le montage pour accentuer un petit peu le dynamisme des dialogues, des échanges entre les personnages, pour avoir justement ce côté un peu parfois précipité, pas du tout dans un sens négatif, mais au sens où on a vraiment des tranches de vie, mais exacerbées. C'est-à-dire que tout le monde réagit plus vite, etc. Et on a très peu de pauses, très peu de silence dans les premières saisons de Kaamelott. Il y en a un peu plus dans les films, on a quelques moments un peu contemplatifs, justement, quand on a des beaux paysages, un peu de profondeur de champ, etc. Mais c'est très rare. Et je pense que c'est peut-être un peu compliqué à équilibrer ces moments de pause avec ce rythme, justement, très, très soutenu des échanges. Parce que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est quelque chose où il excelle, je pense aussi, ce rythme-là. Donc, faire machine arrière pour dire on prend le temps, c'est très bien et ça serait quelque chose qui serait vraiment génial dans ce médium cinématographique, mais est-ce que ça ne donne pas le risque d'avoir un rythme un peu en accordéon, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on aurait des scènes avec des dialogues très précipités, avec où ça vraiment enchaîne rapidement et où ça fuse de partout. La scène quand tout le monde est en train de s'engueuler, hein, globalement, autour de la table ronde en construction. Ils sont en train de s'engueuler tous autour de la table, mais aussi en hauteur, etc. Donc, ça fuse vraiment dans tous les sens. Avoir ce rythme-là très condensé et après avoir des effets d'allonge, je pense que ça risquerait de nous donner un effet un peu de mal au cœur dans tout ça. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour ça aussi cette volonté de ne pas aller trop dans les silences, dans les pauses. Il y en a un peu plus, hein, mais effectivement, on sent que le médium cinématographique n'est pas encore utilisé à son maximum, ou en tout cas pas utilisé de façon un peu traditionnelle, comme on s'attendrait à voir pour un film. Après, ça veut dire aussi qu'il continue à faire du Kaamelott sous une autre forme. Et après tout, est-ce que le public ne vient pas avant tout voir du Kaamelott avant de voir un film ? Complètement. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je précise une chose, je ne demande jamais à un film ce que je voudrais qu'il soit. On est bien d'accord là-dessus, je ne demande aucun silence. Encore que le silence, on va en parler parce que si je n'ai pas oublié quelques lectures arthuriennes que j'ai pu avoir dans mon adolescence et jeune adulte, le silence est quand même un élément assez important. Alors que là, on a une forme de générosité dans les propos. Je ne dirais pas que c'est bavard, parce que ça n'est absolument pas bavard, mais ça, on va en parler après, juste après. Non, du tout, effectivement, vous avez entièrement raison. Mais moi, c'est vraiment cette question qui est très importante et fondamentale pour moi lorsque je vois un film, quel que soit le film. Je me dis, est-ce qu'il ou elle a besoin de cinéma pour raconter son histoire ? Et très vite, on le voit. Moi, je n'ai pas cette sensation qu'il ait besoin de cinéma.
Je vois qu'il a une envie très forte de raconter ses histoires, de faire parfois des clins d'œil. Vous avez évoqué la scène de la table ronde. Pour moi, c'est un clin d'œil au Monty Python sur certains aspects, mais j'arrive pas à identifier, à le cerner dans son rapport au cinéma. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il resacralise Arthur, qu'il a besoin de resacraliser Arthur. Alors, Et que Arthur dans tous, alors surtout dans cette seconde partie, hein, Arthur regarde son créateur. Son créateur, c'est qui? C'est Astier. Et je me demande est-ce que Astier, finalement, c'est Arthur et Dieu en même temps. Et ça, je me dis, ça peut être intéressant cinématographiquement. Mais j'ai l'impression qu'il ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez où je veux en venir? C'est que je me dis, vas-y, va jusqu'au bout. C'est ça qui est passionnant. Et le fait de cutter constamment, eh ben, je me dis, tiens, c'est dommage qu'il n'aille pas jusqu'au bout parce que ça pourrait être très intéressant. Lego, c'est génial, Lego au cinéma. Moi, j'aime beaucoup. oui. Alors, après, la saga n'est pas terminée, hein, donc il peut encore nous surprendre, et j'espère qu'il nous surprendra à plein de niveaux dans les prochains films. Mais moi, c'est ce qui m'a un peu gênée sur cette première partie de deuxième volet, c'est cette hésitation d'Arthur, justement. C'est-à-dire que Arthur, à la fin de la série, avait clairement une baisse de régime, hein, on va le dire. Voilà, faisait une dépression et pour plusieurs raisons était, on va dire, au bout du rouleau et se retrouvait à faire une tentative de suicide, etc., à refuser de continuer à vivre, en fait, hein, tout simplement. C'est ce que Merlin lui dit en lui disant qu'il ne veut pas refaire le sang qui lui manque. Donc il y avait cette espèce de léthargie du personnage jusqu'à justement cette séquence de fin où on a un sursaut et l'idée que Arthur va repartir un petit peu, va reprendre du poil de la bête. Dans un sens, ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien que la dépression, il ne suffit pas de se bouger pour en sortir. C'est compliqué, c'est une maladie, c'est long, et que donc, il ne suffit pas d'avoir un déclic comme ça pour que tout aille mieux et que tout reparte correctement. Donc, dans le premier film, on voyait que Arthur avait repris un peu de force, mais que malgré tout, il était resté à distance. Il est resté travailler comme esclave, hein, globalement, très loin de sa vie de roi, très loin de Camelot, dans une forme à la fois je pense, de punition et de volonté de s'éloigner de toutes ces problématiques. Donc, ça montrait aussi que dans le premier volet, que la dépression d'Arthur n'était pas terminée. Elle avait pris une autre forme, mais on le voit bien, hein, il revient contraint et forcé parce que tout le monde le gonfle, mais il envisage de nouveau de faire une tentative de suicide à la fin du premier volet. Il en est empêché au dernier moment, on le rappelle là. À la fin du premier film, on a de nouveau cette hésitation, cette volonté de nouveau de faire une tentative de suicide qui est empêchée à la dernière minute. Et dans le deuxième film, on retrouve en fait cette espèce d'ambivalence d'Arthur qui ne sait pas trop quelle position avoir. En fait, c'est ça qui m'a gênée, c'est que on a l'impression que il est toujours en espèce de léthargie. On lui reproche d'ailleurs de pas se bouger et d'agacer un petit peu tout le monde à ce niveau-là. On lui reproche d'avoir de nouveau envisagé ou contemplé en tout cas le suicide. J'ai trouvé que c'était très bien que cet élément soit confronté aussi assez rapidement dès l'apparition du personnage. Et pourtant, Arthur ne se suicide pas. Alors, tant mieux, hein, on est content de l'avoir. Mais il continue sans cesse à dire qu'il ne veut pas se mêler de ces histoires, que c'est le problème des autres. Et pourtant, c'est lui qui donne les indications sur comment construire la nouvelle table ronde avec les morceaux de bois que chacun amène de différents territoires. C'est une image qui est très belle. Mais effectivement, c'est quelque chose qui vient d'Arthur, alors même qu'il dit se désintéresser de toutes ces considérations. Il refuse de prendre part à toutes les demandes et à la gouvernance du pays. Et pourtant, il va intervenir, faire un discours pour lancer des quêtes. Mais il reste en même temps en retrait, c'est-à-dire que, voilà, j'ai envie de lui dire, prends une décision. Soit tu es roi et tu organises,
soit tu te retires et tu as une vie de seigneur, hein, il aurait un territoire, il aurait un château, il pourrait être comme plein d'autres seigneurs qu'on a dans cet univers. Mais non, voilà, il est entre les deux et c'est cette espèce d'hésitation qui, moi, me rend un petit peu mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le personnage veut se retirer, mais que l'univers fait tout pour le garder. Parce que de fait, hein, Arthur est central et ça pose la question de est-ce qu'on pourrait avoir Kaamelott sans Arthur? J'espère qu'on n'aura pas à se poser la question, mais c'est une question qui serait intéressante à traiter. Et voilà, moi j'aimerais bien avoir quelque chose de fixe, mais en même temps, je pense savoir pourquoi on ne peut pas avoir cette fixité, c'est que on aurait envie de retrouver le Arthur roi du début. C'est plus dans ses projets, c'est plus dans l'ambition d'Astier vis-à-vis de ce personnage, donc très bien. Mais avoir Arthur en retrait, c'est ce qu'on a eu en fait entre 2009 et 2021, quand on n'avait pas de Kaamelott. Il n'y avait pas d'Arthur, il avait choisi de se retirer, d'être à l'écart, etc. Il avait fui pour fuir Lancelot, etc. Et donc, il n'y avait pas d'Arthur et donc pas de Kaamelott. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cette idée qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et il faut réussir à combiner ça avec ce désir, malgré tout, de retrait du personnage, ce qui donne ce passage un petit peu paradoxal d'un Arthur qui est là et en même temps pas là, et qui peine un peu à céder la place malgré tout à ses chevaliers, alors qu'on a quand même un gros casting de chevaliers autour de lui. Est-ce que c'est pas le symptôme, cette dépression, le fait de le voir abîmé, fatigué, est-ce que c'est pas le symptôme d'un auteur, Astier? Revenons à Astier, qui peut-être aurait perdu une espèce de dimension épique. Je sais pas, parce que alors je sais pas, parce qu'il a quand même voilà, dans ce discours qu'il va faire à la table ronde, et globalement il suffit qu'il dise 4 phrases et tout le monde décide de partir à l'aventure, même Léo Dagan qui lève la main alors qu'il dit non, mais je vais pas du tout partir, mais quand même, voilà. Donc il y a cet effet qu'il a toujours sur les personnages. Je sais pas si c'est un effet qu'il a toujours sur les spectateurs à ce niveau-là, sur cette capacité à faire un grand discours un peu magistral et qui va vraiment secouer les gens et les émouvoir. Moi, je comparais un petit peu le discours qu'il fait comme ça à la table ronde et Astier l'a beaucoup évoqué, hein, ce discours, en montrant qu'il était un peu long, mais qu'il avait tenu à le garder tel quel, parce que voilà, il pensait que c'était important aussi. Mais je trouve que ce discours n'est pas aussi prenant, pas aussi fort, émotionnellement et dramatiquement parlant, j'ai envie de dire, pas aussi fort que le discours qu'il pouvait faire quand Arthur revient de son périple en Bretagne et quand il a cherché désespérément ses enfants cachés et qu'il n'en a pas trouvé et que vraiment il est au bord du gouffre. Il est assis sur un tabouret entre deux chevaliers à la table ronde, donc voilà, plus bas que les autres, etc. Et avec cette symbolique qui est évidente, mais et face à Caradoc qui lui reproche justement de ne même pas avoir ramené un saucisson de son voyage, etc. Il y a ce discours qui est sublime d'Arthur, qui explique qu'il a échoué, mais qu'il ne veut pas qu'ils disent qu'il n'a rien fait, parce que ce n'est pas vrai. Et il y a cette espèce de beauté tragique dans son discours, et on sait donc que Astier peut écrire des discours qui sont absolument magnifiques, avec cet effet de pause dramatique dans le rythme, avec en plus cette espèce de contrepoint à la fin. On a un petit temps de silence, et on a ensuite cette réplique de Perceval qui lui dit, avec toute la beauté naïve de ce personnage, messire, faut pas écouter ce qu'on dit, vous savez bien qu'on est des cons, nous. Et il y a à la fois, voilà, il y a toute la beauté et toute la poésie et l'humour de Kaamelott dans cette séquence, je trouve. Et ça, j'ai pas réussi à le retrouver dans le film. Ce potentiel dramatique, les sujets sont là, ce potentiel épique est là, hein, puisqu'on a des personnages qui vont combattre, qui vont chercher des dragons, en tout cas, ou des choses comme ça. Des personnages qui partent dans des quêtes totalement absurdes. Ça, c'est typique aussi de Kaamelott. Mais on tourne un petit peu en rond dans tout ça. Donc, le potentiel épique est là.
mais il aboutit pas. Après, j'essaye j'essaye de me rappeler que c'est pas un film complet, on est sur un demi-film, en fait, ici. Hmm. Donc, peut-être que ce souffle épique est en construction et que ça va pouvoir aboutir dans la deuxième partie du deuxième volet. C'est aussi une possibilité. Peut-être que là, on est sur un tour de chauffe, en fait. Je veux y Oui, croire, en tout cas. oui, oui. Mais après, il y a un film qui est sorti, donc il faut le prendre comme tel aussi. C'est compliqué. Hmm. C'est compliqué parce que clairement, c'est pas un film qui est fait pour être regardé seul. Et dans l'état, on ne peut faire que le regarder seul, puisqu'on n'a pas la suite. Donc, on a un peu l'impression d'avoir, on a vu la moitié. Donc, c'est comme si on avait interrompu en plein milieu notre visionnage. Et maintenant, il faut attendre un tout petit peu plus d'1 an pour avoir la conclusion, puisque la seconde partie est prévue pour sortir le 11 novembre 2026. Donc voilà, on a 1 an de hiatus pour ronger notre frein et pour espérer que ces attentes soient satisfaites. Mais on pourra le savoir qu'une fois qu'on aura la totalité de cette narration. Astier parle souvent dans ses entretiens de la précision du mot, du souffle, du montage audio aussi. Je crois que c'est chez Blast où il parle du montage audio. Et moi, je voulais savoir, dans ces gestes-là, est-ce que vous y voyez, vous, plutôt quelque chose de l'ordre du poétique, ou alors c'est plus un fétichisme technique et qui pourrait, et je dis bien qui pourrait peut-être, créer une espèce de, allez, comme c'est un musicien, on va dire une espèce de partition fermée pour le coup. J'irai pas jusqu'à parler de fétichisme technique, je me permettrai pas, mais je pense qu'effectivement, il écrit et il réalise et il monte comme un musicien. C'est-à-dire qu'on a parfois eu tendance dans ces médias audiovisuels à favoriser le visuel. Ici, il prend un peu le contre-pied. Ça ne veut pas dire que l'audio est négligé dans le cinéma, le reste du cinéma, bien sûr, mais très souvent, on va plutôt mettre en avant la photographie, l'image, voilà, de façon générale, avec aussi le rythme du montage ou des choses comme ça, mais en s'appuyant sur le visuel. Là, il fait quelque chose qu'on a un peu moins l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il réfléchit comme un musicien, il réfléchit à partir du son. Et ça, c'est un peu déstabilisant. Donc, je pense que le montage visuel en pâtit en partie, en tout cas par rapport à ce qu'on attendrait traditionnellement. Mais après, ça n'empêche que c'est des compositions sonores, musicales et rythmiques qui sont extrêmement intéressantes. Le fait qu'on ait, à chaque fois qu'un film est sorti, la bande son, la bande musicale est sortie avant. C'est-à-dire que les musiques du film étaient disponibles à la vente avant la sortie du film. Ce qui fait qu'on a déjà un avant-goût du film par la musique. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que toute l'écriture de Kaamelott est pensée. Elle est pensée par le son, par la musique, et l'image doit suivre. Mais le problème du grand écran, c'est que quand l'image ne suit pas, ou suit plus difficilement, en tout cas, de façon un peu plus laborieuse, ça se voit tout de suite. Et ça donne des effets même de transition visuelle qui sont un petit peu abrupts sur grand écran. Quand on a les passages, on a des effets de coupe avec des images qui sont, on va dire, un peu plus sombres, et on a des coupes pour aller vers nos 4 jeunes chevaliers qui partent dans le Grand Nord pour trouver un dragon. Donc là, on a un paysage très clair, très lumineux, avec une lumière très froide. Mais ce qui fait que ça, sur grand écran, dans une salle de cinéma sombre, d'un seul coup, ça nous brûle la rétine, en fait. Et il y a ça à plusieurs reprises dans le film. Et là, on sent, par exemple, que le film Kaamelott n'est pas le seul à avoir ces effets de transition un peu abrupts sur le plan visuel, loin de là. Mais je pense que justement, le fait qu'il y ait plus d'attention vers le son que vers l'image provoque ces petits effets de disruption. C'est inhabituel, voilà, mais c'est comme ça qu'il veut penser les choses.
Bah, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Si j'étais un peu plus méchant que vous, je dirais une absence. Enfin, il y a comme ça une espèce de manque d'incarnation, et c'est très étrange. Autant, autant il est au centre il est au centre de son propre texte, Mhm. mais il y a un amour immodéré pour la direction d'acteurs et d'actrices, vraiment. C'est-à-dire qu'on voit des comédiens et des comédiennes avoir des rôles, enfin jouer dans des rôles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir Mm. ailleurs. Et c'est passionnant. Je pense à Guillaume Gallienne, par exemple. Oui, ouais, j'y pensais aussi. Voilà. Alors, lui, par exemple, dans le premier, enfin, il y a tout. Il y a tout. C'est fascinant. C'est vraiment impressionnant. Et pas que lui, mais vraiment, ça, Non, mais comme en mais plus c'est déjà un excellent acteur, voilà, à on la a base, vraiment quelque chose de exactement. fabuleux. Tout à C'est fait. ça, exactement. C'est assez impressionnant. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est ce qui. Alors, moi, c'est vrai que j'étais un peu méchant quand je disais, je vois pas pourquoi, je vois pas comment il aurait besoin de cinéma. En fait, c'est ça. Il y a un problème. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'absence d'incarnation, moi, Mm. qui me travaille. Et je n'arrive pas à cerner, en fait, c'est ça. Je n'arrive pas à cerner. Et pendant un temps, quand on était à la fin du livre 6, si je dis pas de bêtises, et que globalement il y avait toute une discussion entre Astier et les maisons de production et M6, puisque globalement hein, le contrat initial voulait 7 saisons de Camelot, et que à ce moment-là, Astier avait décidé qu'il voulait faire autre chose et étendre un petit peu justement pour passer au cinéma. Donc il y avait eu des discussions juridiques autour de ça, mais il y avait la possibilité, c'est des choses qui ont été envisagées, de faire on va dire une saison intermédiaire entre la série et un film qui aurait été alors soit quelque chose d'écrit, une saga littéraire, un roman par exemple, soit il y avait la possibilité qui avait été envisagée de faire une saga audio. Comme on avait voilà, à l'époque du donjon de Nullbuck ou des choses comme ça, alors dans le style Camelot, mais je me dis que c'est quelque chose qui serait génial pour Camelot. Camelot, ça se prêterait extrêmement bien à une narration audio, à un format vraiment audio en podcast ou je ne sais pas, voilà, il faudrait Je inventer crois, aussi oui. quelque chose. Oui, oui. Mais ça marcherait très bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas alors, ces costumes excentriques et les beaux paysages qu'on a dans les deux films, mais l'essentiel de Camelot passe par l'audio. Donc, on pourrait, je pense, tout à fait en profiter avec une saga audio. Est-ce qu'il y a, parce que là, il faut quand même un peu parler du rapport au réel, donc de la résonance, pourquoi Astier raconte ces histoires-là, qu'est-ce que ça dit aussi peut-être de son rapport au monde. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez lui depuis le début. Hein. On n'a pas attendu la première partie du second. C'est très compliqué. Quand on présente ces films, c'est très compliqué. La première partie de second volet. Oui. Non, non. Depuis plus de 20 ans, on sait, on comprend, on cerne le rapport qu'il a au monde. Mais ça, c'est intéressant avec les films. C'est peut-être beaucoup plus intéressant, si je peux me permettre, parce que dans son rapport au réel, il y a quelque chose de presque religieux. C'est-à-dire la foi dans la précision, ou alors peut-être dans la parole. Et, et je me suis dit, est-ce que c'est peut-être ça, la résonance avec le monde d'aujourd'hui pour Astier? Cette foi et dans la parole et dans la précision c'est comme ça qu'il regarde le monde en tout cas. Oui, c'est une belle façon de voir les choses et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que Astier, c'est à la fois Arthur et Dieu? Il y a ce côté performatif du langage qui est extrêmement important dans Camelot et notamment à travers la figure d'Arthur, puisque Arthur, il est celui qui édicte les lois, qui donne les règles, qui régit vraiment le fonctionnement. Là, simplement, hein, il leur dit partez en quête, tout le monde part en quête, globalement. Donc, voilà, il y a cette autorité, alors considérée comme une autorité naturelle du personnage aussi. Donc ça, c'est aussi une réflexion hein, sur la question du pouvoir qui est intéressante. Après, c'est intéressant à voir comment c'est conçu sur la durée, parce que ce rapport au réel et cette importance accordée au langage
est à la fois très représentative de ce que Astier voit dans la société actuelle. Et de fait, hein, on est constamment entouré de langage sous toutes ses formes, mais de langage parlé avec les réseaux sociaux, etc. Tout le monde prend la parole tout le temps, mais ce qui veut dire que ça noie aussi un peu le discours. Et moi, c'est ça qui, je pense, établit une distinction entre Kaamelott et un rapport au réel dans la question du langage. C'est que dans Kaamelott, certes, tout le monde parle à tort et à travers, etc., mais on a des moments où la parole compte. On a des moments où, justement, quand Arthur parle, on l'écoute. Là, Perceval est absent. Malgré tout, on a ces mots à travers les lettres qu'il fait écrire et qu'il fait envoyer, et les morceaux de viande et de fromage qu'il envoie avec. On n'a pas que le son et l'image, on a aussi visiblement l'odeur dans Kaamelott. Odorama. Voilà. Je ne sais pas si ça serait une bonne idée de faire Kaamelott avec ces enjeux-là. À la John Waters. Voilà. Mais donc, il y a des moments où la parole est importante. On écoute la parole. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas autant, qu'on n'a plus autant, qu'on n'a pas dans notre quotidien. C'est que, est-ce que maintenant, on a encore des moments où la parole a vraiment un sens et où elle continue d'avoir un impact ? On a des dirigeants qui parlent, qui disent beaucoup de choses tout le temps, mais en fait, il y a tellement de discours qu'on passe très vite à autre chose. Voilà, là, je pense qu'il y a une différence. Dans Kaamelott, on a toujours l'espoir que la parole a un impact. Dans le réel, je ne suis plus autant convaincue. Oui, mais c'est très étrange tout ça, parce que pour qu'il y ait une promesse de parole, il faut aussi qu'il y ait une promesse de temps, de durée, et ce qui n'est pas forcément un aspect fondamental dans ce film-là, c'est-à-dire que ou alors quand ça le concerne lui, quand ça concerne Arthur, et encore, mais j'ai pas cette sensation qu'il accorde une certaine durée dans la possibilité que cette parole puisse prendre le temps de se déployer. Ça va très vite, ça va même parfois trop vite. Donc c'est très, 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 très bizarre en même temps, ce rapport et au tempo et au rythme, mais aussi à la parole. Oui, ça va très vite. Après, je suis pas sûre qu'on loupe beaucoup de choses. C'est-à-dire que les personnages se coupent pas vraiment la parole, ou alors quand ils se coupent la parole, c'est monté de façon à ce qu'on puisse comprendre ce que dit tout le monde. On a quand même cette espèce de respect de la parole, même chez des personnages qui s'engueulent tout le temps, ce qui est d'autant plus intéressant. Donc, je ne sais pas s'il y a ça. Peut-être, dans Kaamelott, tout le monde a la parole. Là, on a bien sûr beaucoup de scènes avec des rois, des chevaliers, mais même les chevaliers ont des origines très variées. On a des enfants qui ont la parole, avec des acteurs très jeunes, les enfants d'Astier, qui sont quasiment tous dans le casting, à part vraiment les plus petits. On a des paysans qui ont la parole, on a des chevaliers qui sont en fait des enfants de paysans. Donc, il y a quand même une distribution assez large, assez démocratique, malgré tout, dans tout ça. Il y a une forme d'optimisme, je trouve, dans la façon dont les rôles sont répartis et la façon dont la parole est utilisée. Donc, voilà, je sais pas, mais c'est une question qui est intéressante et qui, je pense, doit être considérée dans le film, mais au regard de la série. J'ai l'impression qu'on ne peut pas séparer les deux, pour 1000 raisons, mais j'ai l'impression que les enjeux de langage, de représentation, de travail à la fois sur le son et sur l'image, j'ai l'impression que le film ne peut pas être perçu sans tenir compte de ce qui avait été fait dans la série auparavant. Et que, par conséquent, ce n'est pas simplement un film. C'est avant tout une suite de séries. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le considérer, parce que sinon, on a des défauts techniques, on a des choses comme ça, des défauts narratifs qui ressortent tout de suite. Et j'ai pas envie de focaliser sur ces défauts, parce que malgré tout, il y a un gros travail dans l'évolution des personnages.
Bah, je suis d'accord avec vous, ça fait 46 minutes, je crois qu'on n'a jamais parlé on n'a jamais évoqué les défauts techniques, on a vraiment dit parler C'est forcé vrai. pour le coup de ce que ça dit, de ce que ça raconte et tout cela. Mais je suis pas forcément d'accord avec vous parce que je connais quelques personnes autour de moi qui n'ont jamais vu la série, mais qui ont, pour plein de D'accord. raisons qui leur sont propres et qui ont commencé à voir les deux films. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu perdus sur certains éléments narratifs, Il y a beaucoup mais de personnages en plus. Oui, exactement. ouais. Mais assez vite, il se passe quelque chose qui fait que ça les entraîne et ils en sortent plutôt ravis. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en même temps, ça me renvoie à la question du motif médiéval. Ce serait quoi le motif médiéval pour Camelot? Le motif, un seul motif? Oui, par exemple, oui, je sais, je suis méchant là-dessus. Bah, alors, on va dire quelques motifs. Par exemple, je sais pas, moi, on parlait de la mélancolie du temps ou de la blessure du roi, des choses comme ça. Pour vous, ce serait quoi exactement? Là, comme voilà, vous travaillez énormément sur tout cela, donc ce serait quoi pour vous les motifs médiévaux de Moi, cette série? je pense que, et ça c'est particulièrement visible, je trouve, dans les films, plus encore que dans la série. Pour moi, Astier reprend le motif du roi Arthur pensif. Alors pensif dans le terme médiéval, c'est l'adjectif qui est employé notamment chez Chrétien de Troyes, qui nous décrit Arthur comme pensif, hein, il écrit P-A-N-S-I-F. C'est-à-dire, c'est pas simplement pensif comme on l'a aujourd'hui, c'est triste et déprimé. En l'occurrence, triste et déprimé parce que ses chevaliers sont loin de lui. Chez Chrétien de Troyes, on a ça, Arthur est finalement très secondaire dans les romans de Chrétien de Troyes. Il sert à poser le cadre et généralement, les chevaliers partent à l'aventure et reviennent à la fin à la cour du roi Arthur avec un côté un peu cyclique comme ça. Mais Arthur lance l'aventure, en fait, globalement, puis est en retrait. Mais on a des passages où on sait que le roi est donc pensif, c'est-à-dire qu'il est triste parce que ses 300 chevaliers sont loin de lui et qu'il aime bien les avoir près de lui, avec un côté très paternel aussi. Et je trouve que Camelot illustre les films, et là on le voit, je pense, beaucoup dans le deuxième film, première partie du deuxième film. On retrouve justement ça, cet Arthur qui est triste, qui est déprimé, alors pour plein de raisons différentes, avec les chevaliers qui partent à l'aventure aussi pour lui faire plaisir, parce que je pense qu'il y a une dimension comme ça qui est très forte, et je pense que le rapport paternel d'Arthur avec ses chevaliers, même des chevaliers qui ont globalement son âge, est très présent dans Camelot. Sans parler du fait que justement, il y a quasiment toute sa famille qui est dans la distribution. Donc, on retrouve encore plus cette dimension paternelle. Mais la différence étant que Camelot met en scène un roi Arthur pensif de premier plan. Là où Chrétien de Troyes mettait en scène un roi Arthur pensif secondaire par rapport à ses chevaliers. Et pour moi, ça serait... voilà, dans ce que je voudrais pour la suite, même si j'adore le personnage d'Arthur et je trouve qu'il donne un cadre aussi intéressant à l'ensemble, mais j'aurais envie qu'on aille un peu plus vers l'accomplissement de ce motif, c'est-à-dire qu'on passe vraiment à une focalisation sur les chevaliers. Et ça, c'est faisable parce qu'il y a largement assez de chevaliers ou d'enchanteurs, hein, parce que là, on a un enchanteur de plus, par exemple, dans ce volet avec le fameux Comble, acteur qui est aussi Daniel Méguis, qui est absolument fabuleux. Il a une diction, c'est pareil, que je trouve hypnotique, donc qui marche très très bien pour ce personnage. Donc on a les moyens narratifs, on a du temps d'écran, puisque c'est tout le principe du long métrage. Ce qu'il faut maintenant, c'est, je pense, faire un petit peu confiance à ces histoires secondaires, à ces arcs narratifs adjacents, pour ne pas forcément avoir besoin de les rattacher systématiquement à la table ronde, là, et à Arthur. Là, à la fin de cette première partie de film, certains étaient partis à l'aventure, beaucoup sont revenus à la cour, ceux qui étaient, toute l'équipe autour de Gauvin qui était partie pour chercher Yvain, qui partent en suivant leurs pieds, hein, littéralement, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont aucun indice, ils partent au feeling.
Et de fait, ils peuvent que retourner sur leurs pas parce que c'est pas comme ça qu'on mène une quête. Donc voilà, j'aimerais qu'ils fassent un peu plus confiance aux arcs narratifs de ces personnages secondaires-là et qu'on puisse avoir des choses qui aboutissent, même si ça aboutit à des échecs, hein, c'est le principe de la quête aussi. Mais voilà, qu'on puisse vraiment avoir une exploration pleine de ces enjeux-là. Oui, mais vous demandez ce que Boorman a fait dans Excalibur. C'est-à-dire qu'il y a un C'est vrai. moment, et il y a un moment, et d'ailleurs, moi, quand j'avais vu le film enfant à l'époque, pas au cinéma, mais beaucoup plus tard, j'avais été extrêmement surpris. Je me souviens très bien de la sensation que j'avais eue enfance. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne voit plus Arthur? Et pendant, je crois, 10-15 minutes, on s'attarde sur Perceval, qui est beaucoup plus sérieux dans le film de Boorman, on va dire ça comme ça. Tout à Mais fait, c'est une autre ambiance. c'est une autre ambiance. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que, enfin, c'est toujours intéressant, mais là où je veux en venir, c'est que ça dit aussi, finalement, la place forte prononcée d'Alexandre Astier dans cette entreprise. Et je vais vous poser une question super provocatrice. Oula. Ah oui, là, mais même très drôle en même temps, je pense. Parce que bon, j'imagine que c'est oui la réponse. Mais quand même, est-ce que vous pensez que Astier a lu Arthur? Enfin, pas que Chrétien 3, mais il a lu. C'est-à-dire lire dans l'idée d'utiliser des éléments de cette littérature et non pas des éléments de ce qui a pu être raconté, de ce qui a pu être fait dans des films. Vous voyez où je veux en venir, de partir sur des bases, sur les textes. Alors, dans les premières saisons de Kaamelott, je crois que c'est dans un bonus du DVD ça doit être dans le premier coffret, quelque chose comme ça. On avait une interview d'Astier qui disait qu'il n'avait pas fait de recherche pour écrire Dies Irae, pour écrire les premiers épisodes, etc. Son premier court-métrage. Ouais, oui, pardon. Ce qui a donc permis de faire repérer le travail de Dacier et qui a permis ensuite de donner naissance à la série. Donc, il avait précisé qu'il n'avait pas fait de recherche particulière. En revanche, on sait que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, hein, donc il y a aussi cette espèce de substrat de la matière de Bretagne, hein, de la légende arthurienne qui était présente. Après, je n'ai pas de preuves et je ne vais pas observer ce qu'il lit au quotidien. En revanche, on voit quand même qu'on a des choses très précises dans Kaamelott avec des échos vraiment à Chrétien, à certaines continuations de Perceval qui datent du XIIIe siècle. Voilà, on a des personnages, on a des choses qui nous font penser qu'il peut pas les avoir inventés. Si, il a inventé des choses, mais il reprend le nom de Caradoc, c'est pas anodin. Caradoc, c'est un roi dans la littérature arthurienne. Élias, son nom nous rappelle, j'ai envie de dire, obligé, le personnage d'Eliavrès, qu'on a aussi dans un texte comme ça, un texte du Moyen-Âge. Donc, voilà, le fait qu'il reprenne Méléagant, qui est un personnage qui revient dans quelques films, mais en lui donnant cette facette si différente. Méléagant, chez Chrétien III, c'est le méchant, c'est le rival amoureux qui enlève Guenièvre, etc. Mais il vient aussi d'un monde à part, un monde où une fois qu'on en est rentré, on ne peut pas en ressortir, sauf grâce à Lancelot qui va pouvoir briser justement, qui va pouvoir accomplir la prophétie et briser un peu cette espèce de malédiction. Mais il vient d'un monde à part, un monde magique qui rappelle forcément le monde des morts, Méléagant. Et là, ce qu'il en fait dans Kaamelott et qu'on retrouve là un petit peu dans le film, j'étais tellement contente de retrouver Carlo Brandt, hein, cet acteur qui interprète Méléagant, qui a un charisme et une présence absolument incroyable. Je pense qu'on a des échos comme ça qui font que il a lu des choses, pas forcément dans l'optique de les utiliser, mais il s'est en tout cas imprégné de tous ces éléments. Et après, effectivement, on va retrouver des échos qui rappellent un peu plus White, qui rappellent un peu plus les Monty Python ou des choses comme ça. Je ne suis pas sûre qu'ils soient toujours conscients, je ne suis pas sûre que ce soit des échos toujours voulus, mais la légende arthurienne fait tellement partie de quelque chose dans lequel on baigne constamment, que ça, c'est possible que ça ait infusé un petit peu indirectement son travail. Mais oui, je pense qu'il y a des lectures très précises pour arriver à ça. Qu'il interprète à sa sauce, hein, voilà, il fait vraiment le récit dont il a envie de raconter, mais on a quand même des échos très très précis.
Alors, je rappelle donc la première partie du second volet de Kaamelott au cinéma est sortie le 22 octobre. La deuxième partie sortira donc l'année prochaine, le 11 novembre. Dernière petite question. Est-ce que vous êtes de plus en plus rassuré quand vous allez voir un film Kaamelott, ou vous commencez à avoir vous commencez à être un peu dubitative? Non, honnêtement, je suis un peu plus rassurée là avec le deuxième, où je suis ressortie moins perplexe que lors du premier. Dans le premier, j'étais un peu intéressée par certains motifs, hein, l'utilisation de codes de contes de fées, notamment. Voilà, la princesse dans sa tour, les personnages qui apparaissent, qui disparaissent. On est vraiment dans une ambiance conte de fées qui est pas ce que j'attendais, qui est pas ce que j'envisageais en fait pour Kaamelott. Il y avait une façon d'utiliser le merveilleux de façon un peu simple, en tout cas par rapport à ce que je pense que Astier peut faire. Là, dans le deuxième film, en tout cas ce qu'on en a vu pour l'instant, je suis un petit peu plus rassurée sur ça. On retrouve les tonalités qu'on avait dans les premières saisons, mais je trouve mieux appliquées que dans le premier film. C'est très bête, hein, mais j'ai l'impression Astier écrit pour des acteurs précis, c'est-à-dire que voilà, il fait attention vraiment à la musicalité de son texte, mais pour tel acteur. Il y a un rapport qui est assez intéressant sur ça. Et il y avait plusieurs moments dans le premier film où je trouvais que c'était un peu bancal, comme si des dialogues étaient dits par certains personnages, mais avaient été faits pour d'autres, en fait. Voilà, il y avait cette espèce de dissonance qui me plaisait pas trop, avec les personnages autour de Clovis Cornillac, notamment. Il y a deux jeunes qui l'accompagnent à un moment, et on avait l'impression d'entendre Perceval et Caradoc, mais ce ne sont pas Perceval et Caradoc. Donc voilà, il y avait des moments comme ça qui me gênaient un petit peu, et je trouve que dans le deuxième volet, je retrouve plus ça. On retrouve quelque chose qui, au contraire, est beaucoup plus précis. Il y a des personnages où je ne vois pas encore bien à quoi ils servent, hein, tout simplement, dans l'histoire. Mais malgré tout, leur présence est cohérente dans l'univers. Le personnage incarné par Thomas VDB, hein, par exemple, c'est très Thomas VDB, et en même temps ça correspond à l'univers de Kaamelott. Donc voilà, il y a une façon de retrouver à la fois le style des comédiens et adapté pour que ça marche avec Kaamelott. Donc je trouve que ça fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux aussi, je pense, l'intégration de personnages très nombreux, parce que dans le premier volet, j'avais un peu un effet catalogue. Voilà, j'avais un peu cette impression il faut placer tout le monde, donc on place tout le monde. Là, peut-être le fait que ça soit plus étendu, hein, le fait qu'on n'ait qu'une moitié de film et qu'on va avoir 2 heures de plus par la suite, peut-être que ça permet d'éviter un petit peu ça. Mais on retrouve avec plus de plaisir Igerne et Crida de Tintagel, qui font une apparition très limitée, mais qui s'intègre bien dans la narration. Voilà, je trouve que ça s'intègre mieux avec des personnages qui ont plus de sens dans l'histoire. Le rôle que la Dame du Lac a désormais dans ce film, je trouve que ça marche mieux que ce qu'on pouvait faire d'elle dans le premier tome. Il y a toujours des choses qui posent un petit peu question. Pourquoi le tavernier accompagne Caradoc dans son périple? Mais en fait, on retrouve une espèce de plaisir, presque de fanservice ici, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de raison que le tavernier abandonne son commerce pour partir à l'aventure, mais ça nous fait plaisir de le voir et de continuer à le suivre. Donc après tout, pourquoi pas? Donc voilà, là j'accepte plus facilement de me laisser entraîner dans ça, parce que je trouve qu'il y a plus de cohérence que ce que je pouvais ressentir dans le premier film. Donc moi j'irai voir la suite avec plaisir, avec volonté de travailler dessus aussi, donc c'est quand même du boulot. Bien sûr. Mais voilà, je retrouve un peu plus confiance que ce que j'avais dans le premier volet. Bon, en tout cas, j'espère que vous reviendrez ici pour en parler, parce que bon, voilà, donc ça, on mettra 3 points de suspension dans ce dialogue. Merci beaucoup en tout cas, Justine Breton, d'avoir pris le temps
de revenir sur un peu sur la série, sur le premier, mais surtout sur le deuxième film. C'était un plaisir en tout cas, comme d'habitude. Merci beaucoup. De même, merci à vous. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me.